Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Paul Rosette, décrit comme le Golden Boy de l'entrepreneuriat par un des quotidiens en Belgique. Et c'est un plaisir de l'avoir avec nous et j'annonce déjà une série d'autres vidéos qu'on va tourner avec lui pour bénéficier de son expérience. L'idée, c'est qu'au maximum, on tire un grand avantage de tout son parcours. Il va se présenter lui-même et plus tard dans les autres vidéos que je vais vous recommander déjà de suivre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant parce que la série de vidéos qui arrive, ce sera non seulement sur son expérience, son expertise, mais beaucoup plus sur les conseils pratiques à donner pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Évidemment, on va parler de quelques sujets qui concernent aussi la géopolitique, mais le plus important, déjà pour commencer, c'est de savoir qui est Jean-Paul Rosette. Et il est là lui-même en personne et donc il va nous dire qui se cache derrière ce personnage appelé le Golden Boy, je le rappelle, de l'entrepreneuriat. Bonjour à toi, Jean-Paul. Bonjour Josias. Merci pour la présentation. C'est vrai qu'il y avait ce terme Golden Boy qui était sorti dans un quotidien de belge avant une conférence que j'avais faite. Bon, c'est un terme qui est un peu, voilà, moi, ça me convient pas nécessairement, mais bon, c'est comme ça. Les gens qui voient ça de l'extérieur, ils peuvent le penser ainsi. Donc, tu as parlé de mes sociétés. J'ai revendu toutes mes parts dans ces sociétés parce que maintenant j'ai un certain âge et je continue quand même à faire du business. Mais donc, il est vrai que depuis l'âge d'une vingtaine d'années, donc j'ai toujours été, enfin, à part quelques incursions où j'ai travaillé un peu comme employé, mais simplement, c'était simplement 2 ans. J'ai créé des entreprises, j'ai repris des entreprises et notamment des entreprises en difficulté ou des entreprises à la barre du tribunal de commerce. Donc, ça veut dire que j'ai géré des entreprises en Belgique et en France dans des secteurs différents. Ça peut être l'informatique, ça peut être c'était Internet, ça a été des logiciels en France, des logiciels professionnels. Ça a été des voitures de luxe blindées allongées pour chefs d'État, donc les Mercedes, des Toyota Land Cruiser. Et ça a été aussi des foyers, une usine qui fabriquait des foyers à bois, du genre de feu ouvert mais fermé évidemment, des cassettes. Donc c'est relativement éclectique. Si je poursuis sur le côté redressement de société, ça a été un peu un hasard à l'époque quand j'ai repris la première société Clariloc à la barre du tribunal de commerce. Et enfin, un hasard, je ne dirais pas que c'est un hasard parce que moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que c'est quand on se lève de son siège, que l'on marche, que l'on rencontre des gens, que la vie nous offre des possibilités. À partir du moment où on ne fait rien, la vie ne nous offre aucune possibilité. Et donc, quelquefois, si la vie nous offre des possibilités, on ne les voit pas, on ne voit pas ces signes, on ne voit pas ces signes positifs ou ces signes négatifs. Et donc, c'est à l'occasion d'une rencontre où j'ai rencontré un propriétaire de société qui avait une société en difficulté. Et je vais passer toutes les étapes parce que ça prendrait énormément de temps. Donc, mais j'ai pu reprendre, on a travaillé pour reprendre cette société à la barre du tribunal de commerce. Donc, c'est une procédure assez spéciale, mais qui nous permet de reprendre une société pour des montants relativement modeste, entre guillemets, mais une société qui a des problèmes de fonctionnement et d'éliminer les dettes, puisque avec le tribunal de commerce, il y a possibilité de seulement racheter les actifs. Donc, il s'agissait de la société Clariloc, qui aujourd'hui est à Saint-Quentin en France et qui est excessivement successful, donc qui réussit bien, que j'ai revendu 20 fois le prix d'achat. Voilà. Mais Josias, tu veux peut-être me poser une question plus précise parce que nous avons une vidéo peut-être d'une quinzaine de minutes et il est certain que mon parcours est à ce point varié, vaste et éclectique que je peux en parler des heures. Exactement, et je pensais vraiment, comme je l'ai annoncé dans la série d'autres vidéos, je crois que nous allons vraiment
essayer de détailler vidéo par vidéo certaines parties de ta vie, je veux dire, dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on pourrait, et ça pourrait être bénéfique pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont abonnés à cette chaîne et ceux qui vont le faire plus tard, de savoir étape par étape comment tu as progressé avec certaines sociétés. Je crois que ça pourra être bénéfique. Mais donc, moi, je m'attache beaucoup aussi à la personne. Parfois pas trop à la personnalité parce que la personnalité, ça se bâtit, mais la personne, aujourd'hui, est-ce que tu vis déjà à Monaco? Et Oui, oui. personnellement, est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est celle qui te correspond, c'est celle que tu aurais, par exemple, souhaité avoir? Parce que je vois quand même que tout ce que tu as mis sur pied pendant toutes ces années, c'était par rapport à un but précis. Est-ce que personnellement, tu penses être assez épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Bonne question et question excessivement compliquée pour moi. Je veux dire, pas nécessairement pour les autres. Et je vais peut-être soit te décevoir ou décevoir peut-être différentes personnes, différents auditeurs. C'est que moi, mon profil fait que je n'avais pas vraiment de but. J'ai fait énormément de choses sans vraiment de but. Donc, j'étais en train de bâtir. Donc, maintenant, la vie que j'ai, est-ce qu'elle me correspond? Est-ce que c'est la vie que je voulais? Je sais pas trop parce que je suis quelqu'un qui m'épanouit. En fait, le but, c'est un peu ça peut être considéré comme le bout du chemin. Et le bout du chemin, pour moi, ça correspond à une certaine mort. Donc, pour moi, il n'y a pas de but. Donc, c'est le chemin, c'est parcourir le chemin qui est important. C'est pas le but. C'est pas arriver à quelque chose de final. Voilà. C'est ce cheminement qui est important. Alors, aujourd'hui, est-ce que être dans le sud, avoir la mer, etc., c'est quelque chose de bien? Évidemment que c'est bien, mais c'est pas ça qui fait le bonheur ou le malheur. C'est vraiment dans la vie, je pense qu'il faut pouvoir s'accomplir tous les jours. Donc, c'est vraiment une question très difficile. Et j'ai fait un podcast dernièrement avec un ami sur une radio qui s'appelle Radio Premium Monaco, et un podcast de plus d'une heure, 1h10. Et il me posait une question, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu aimerais, si tu avais la possibilité de réaliser un rêve, qu'est-ce que tu aimerais? Eh bien, c'est une question à laquelle il m'est impossible de répondre, en fait. Voilà. Et je pense que, je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent fonctionner avec des buts, et si ça correspond à ce qui voilà, à leur cheminement, je dirais, à leur structure de cerveau. Moi, j'ai une structure de cerveau qui est certainement un peu différente, puisque j'ai été pronostiqué HP au potentiel. Donc, on a des structures, donc ça correspond à 2%, je ne sais pas, ou ça dépend, 2% de la population. Et on a des structures un peu, à mon avis, différentes. Et on fonctionne différemment. Donc, c'est le parcours que j'ai et ce que j'ai fait. Quelquefois, je le regarde de l'extérieur et j'ai quelquefois l'impression que ce n'est pas moi qui l'ai fait parce que on a les gens, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, ils pensent souvent que les gens qui ont réussi quelque chose, qui ont réussi ou qui ont fait quelque chose de petit, de grand, moyen, mais enfin, ils voient ça dans les médias, ils pensent toujours que ça a été un cheminement réfléchi avec un but, avec un plan précis et que ce sont des gens qui ont étudié et ensuite ils ont mis un plan et puis ils ont exécuté chaque étape de ce plan. Mais je pense que personne n'est arrivé comme ça. En général, ce sont des successions de choses qui montent, qui descendent, des rencontres, des hasards qui ne sont pas des hasards, on est d'accord. Et la même chose, quand j'ai repris la société Cara du Châtelet, ce sont les voitures blindées allongées pour les chefs d'État. Donc, c'est une société assez emblématique et qui est située à Liège, en Belgique. Eh bien, quand je me suis intéressé à cette entreprise, je dis toujours que pour moi, j'avais 1% de chance de l'acquérir. C'était aussi une société qui a été reprise à la barre du tribunal de commerce. Mais on a
on a travaillé tous les jours parce qu'il fallait mettre en place aussi des financements régionaux, des financements wallons, des financements bancaires et un apport personnel. Bien, ça a été un travail, ça a été aussi un travail d'équipe parce qu'on a quand même un conseiller financier, un comptable. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pu progresser, crédibiliser cette offre, etc. Donc, c'est une question de volonté, surtout de persistance. Il faut, voilà, tous les jours, il faut œuvrer à essayer de réussir. Mais je n'ai jamais eu le but de réussir absolument à l'acquérir, parce que si on a ce but et qu'on est trop fixé, on est trop bloqué. Donc, moi, j'essaye d'éliminer la pression du but et du résultat. J'essaye de plus œuvrer et je laisse les choses se faire. Voilà pour une première explication. Donc, j'ai peut-être déçu les gens qui nous écoutent, qui nous regardent par rapport à ce but, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive pas à me fixer des buts. Et du coup, voilà, parce que moi aussi, je me dis, OK, c'est quand même extra même de pouvoir réussir des choses sans fixer des buts précis, sans schématiser, sans avoir des croquis ou des plans précis. Du coup, c'est vraiment aller, je vais dire, quoi, au feeling, entre guillemets. Mais quand tu le fais, ou quand tu le faisais, quand tu l'as toujours fait, tu es certainement porté par quelque chose. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, te convainc de dire, je vais racheter telle société? À quel moment, franchement, il y a ce déclic qui se produit? Moi, je n'ai pas vraiment de déclic, ça a été des opportunités qui sont arrivées. Alors, je reviens quand même sur ce que tu dis. Il est évident que moi, j'ai un fonctionnement instinctif, mais un fonctionnement instinctif qui est basé sur plein de choses qui m'ont été données à ma naissance, que j'ai cultivé lors de mes formations et que toutes les expériences se sont emmagasinées en moi avec, voilà, avec les années. Donc, quand je dis instinctif, il est certain que j'ai une possibilité d'aller chercher rapidement dans une base de données qui s'est de plus en plus agrandir. Alors, d'autre part, il n'y a pas simplement que de l'instinct, il y a aussi que quand on travaille avec quelques experts, comme un expert comptable, voilà, on, il va, il est inévitable de rendre des documents tout à fait précis que sont, hein, quand on reprend une affaire auprès du tribunal de commerce, quand on veut un financement auprès d'un État, d'une région, ou quand on veut un financement bancaire, il est indispensable d'avoir un business plan, de rendre des tableaux Excel, de rendre des comptes d'exploitation et de rendre toute une série de documents. Donc, il ne faut pas laisser croire aux gens qui nous écouteraient qu'on peut simplement arriver, se présenter auprès de tous ces gens et ne pas rendre des documents solides. Mais il faut alors savoir s'entourer de partenaires ou de conseillers qui vont suppléer à nos manques personnels. Donc moi qui suis un organisateur, un booster qui voit les choses de haut, la big picture et qui ressent plein de choses, mais j'ai besoin aussi de gens qui sont séquentiels, qui sont des gens spécialisés dans leur domaine, qui vont faire un tableau avec des chiffres, qui vont analyser tout ça, et eux sont bons là-dedans. Moi, je vais être moins bon. Par contre, je vais voir les choses de très haut, je vais pouvoir dégager les chiffres d'affaires, je vais pouvoir comprendre ce qu'est une masse salariale, quelles sont les personnes qu'il faut mettre à telle place, etc. Ça va être une discussion. Donc, en tant que directeur propriétaire, on doit avoir une vue d'ensemble. Et donc, c'est inévitable. On doit raccorder toutes ces choses. Donc, quand il n'y a pas de plan et quand je travaille instinctivement comme je travaille, en fait, j'ai certainement un plan, mais qui est moins explicite. Et aussi, ma personnalité, il faut la faire tempérer par des personnes autour de moi, idéalement, qui, qui ont un profil plus facile à comprendre vis-à-vis de banquiers, vis-à-vis d'institutionnels, vis-à-vis de certaines personnes. Car un profil comme le mien, je m'en suis rendu compte, qui va extrêmement vite, mais qui a l'air brouillon, mais qui en fait ne l'est pas. Mais par rapport à des personnes qui me côtoient, eh bien,
puisque eux ont un fonctionnement beaucoup plus classique, qui est le fonctionnement de 90%, pour les Belges 90% des gens, ben, j'ai un profil qui, je l'ai appris quelquefois à mes dépens, peut faire peur. Ouais. Pour revenir sur la fin de ta phrase, un profil qui fait peur. Je t'en parlais tout récemment et je me disais, OK, je me suis encore posé cette question cette fois personnellement, je crois, il y a cela un jour, 2 jours. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'à un moment, tu as pu supporter le regard des autres? Parce que être un haut potentiel, parfois, il y a des personnes qui ne vont pas te comprendre parfois. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as souvent vécu? Peut-être que ça t'a coûté en termes de relations, les gens ne comprennent pas qui tu es, du coup, ils ne vont pas s'attacher. Mais comment est-ce que tu as pu gérer ça? C'est pour les hauts potentiels qui peuvent nous regarder et se disent que parfois, voilà, ils ne sont pas très normaux, mais voilà, comment tu as pu gérer ce fait d'être haut potentiel jusqu'à aujourd'hui? Oui, ben, c'est-à-dire que pour les hauts potentiels qui nous regardent ou pour les gens qui ne savent peut-être pas qu'ils le sont, c'est drôlement important. En tout cas, quand on a une manière de fonctionner. Ben, moi, je vais être tout à fait. Et de toute façon, quand je dis les choses, je suis toujours très direct et très. Voilà, et très entre. J'essaye d'être le plus honnête possible. Hein. Un, j'ai su j'ai su très tard que j'avais ce profil de haut potentiel, mais très, 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 très tard. Ce qui veut dire que la grande majorité de ma vie, je dirais trois quarts ou peut-être même 90% de ma vie, du temps de ma vie, eh bien, je ne savais pas. Donc, donc, la grosse problématique, c'est que on a l'impression que tout le monde doit être comme nous. Donc, ça veut dire la plupart du temps, on se fourvoie, on rencontre des gens, etc. Et on n'arrive pas à trouver, on ne comprend pas, on n'arrive pas à trouver nos alter ego, quoi. On ne comprend pas les choses. En plus, quand on commence des business, qu'on commence à avoir des employés, on pense que les employés, le staff, doit être aussi dynamique que nous, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont fait ma totale incompréhension. Moi, où j'avais une incompréhension et inévitablement les autres avaient une incompréhension par rapport à moi et par rapport à mon fonctionnement. Vous savez, quand on a 100 idées à la minute, ou en tout cas 100 idées durant une journée, hein, j'ai des feuilles que j'ai rédigées pour une conférence où j'ai tous ces points. Enfin, je ne les ai pas tous parce que c'est pas, mais j'en ai énormément. Et il y a une phrase dans ces feuilles où j'ai mis 100 idées par jour ou 100 idées à la minute, peu importe, mais trois petits points, ne polluez pas vos équipes. Wow. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai compris que ces idées, OK, je les garde pour moi. Bon, je ne peux pas aller trouver les gens dans le bureau, passer et dire ouais, mais j'étais le matin, on ferait bien ça. Et l'après-midi, on ferait bien ça. Mais la personne qui a un autre fonctionnement, elle se dit c'est fou, je suis en train de travailler sur les dossiers là, je peux pas. C'est quoi ce truc Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'est pas nécessairement le faire. C'est une idée pour alimenter le débat. Ok, on a un truc. Voilà, donc c'est pas méchant. Mais les gens sont complètement perturbés par rapport à ça. On les déstabilise. Ils prennent ça de plein fouet. Ils se disent oui, mais c'est quoi ce que je fais? C'est pas bien. Il faut faire autrement. Donc, il faut absolument, quand on a des profils comme le mien, il faut absolument réussir à se taire. Ce qui est extrêmement compliqué pour quelqu'un comme moi, puisqu'on parle trop, quoi. Voilà, voilà. Euh, donc, je résume par le fait que c'est seulement en connaissant ce profil que j'ai pu commencer à me positionner. C'est-à-dire que quand j'étais jeune aussi, je n'avais pas nécessairement envie d'être avec les autres, mais je me disais, il faut que je sois avec les amis, etc. Mais en même temps, j'aimais être seul, et puis ils ne me comprenaient pas. Donc, à un moment donné, on comprend
bah, que c'est bien d'être seul et de choisir vraiment les personnes avec qui on aime être de temps, et qui doivent souvent être similaires à nous, parce que c'est très compliqué de pouvoir échanger avec la majorité des personnes. Donc, je suis quelqu'un qui aime aller boire un café seul, qui aime même aller manger seul, parce que j'aime être avec moi-même. Et la même chose, ça revient aussi dans l'entreprise où je n'aimais pas être dans l'organigramme. J'aimais souvent me positionner comme électron libre à côté. Donc, l'idéal d'une entreprise est d'avoir le team fait pour fonctionner seul et moi qui peux regarder et intervenir de temps en temps. Et voilà. Et est-ce que donc ça veut dire être au potentiel implique parfois être introverti? Juste savoir. Est-ce que être haut potentiel, voilà, implique être le fait d'être introverti, de vouloir, de retrouver plutôt son énergie sur soi, parce que voilà, contrairement aux extravertis. Il y a, je vais parler de moi-même, il y a les deux aspects. Enfin, je peux aussi un peu parler du haut potentiel parce que j'ai écouté sur YouTube énormément de vidéos concernant les hauts potentiels avec des psychologues, des spécialistes de haut potentiel, de manière à essayer de comprendre qui j'étais. Hein. Donc, l'introverti, extraverti, il y a plusieurs aspects. L'aspect, on peut être très introverti, mais ça peut aller vers le syndrome d'Asperger, hein, qui est un autisme plus léger, où là, vraiment, il y a des gens très introvertis. Et alors, aussi extraverti, ça peut être aussi oui, comme tu dis, on a besoin de se retrouver seul, de se rassembler, de réfléchir à des choses en interne en n'étant pas dans un groupe. Donc, il y a ce côté qui est très important. Maintenant, le haut potentiel, on déploie des stratégies qui font aussi qu'on ait des stratégies sociales qui font qu'on va être extraverti. Parce qu'on se rend compte que qui on est pose un problème dans la société. Donc, à un moment, on va ce qu'ils appellent les faux self, on va développer une image publique qui ne correspond pas nécessairement à nous-mêmes. On va développer l'image du gentil gars, communicateur, sympa, blagueur. Ça permet de, voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez accepté. Quitte à ce qu'on nous prenne pour un mec pas trop intelligent, qui est sympa, qui est joyeux. Donc, il y a ce côté-là aussi. J'ai déjà entendu comme ça par la bande, il y a de nombreuses années, c'est plus le cas maintenant, bah oui, il est pas, voilà, il est un peu chiant, il est un peu, même bon, des fois il est marrant, mais voilà. Parce qu'en fait, le haut potentiel, il est too much. Il veut faire plein de trucs, il veut parler beaucoup. Mais alors, si je me réfère, je parle encore d'introverti à extraverti, si je me réfère à mon enfance, ou plutôt à mon adolescence, eh bien, je, je reviens en arrière et je me rends compte que j'étais quelqu'un d'excessivement timide et qui, à l'école, était effronté. Donc, je développais une stratégie qui était voilà, d'être effronté et voilà, de faire des conneries à l'école. Donc, comme ça, je sais pas, je faisais remarquer ou je sais pas pourquoi. Et par contre, j'étais tellement timide qu'il m'était impossible même, je m'en souviens, à 14 ans ou quelque chose comme ça, il m'était impossible quasi de rentrer dans un magasin et de demander pour un jeans ou un, je sais pas, j'étais la parole en public ou bah, si j'étais impressionné, c'était impossible pour moi, j'allais bégayer. Si j'allais si au début de ma carrière à 18-20 ans, quand j'avais monté ma première boîte informatique, je me retrouvais à Bruxelles une marque d'ordinateur type IBM, enfin à l'époque c'était Sperry Univac, qui m'invitait, j'étais dans les salons des hôtels où on mange, où les gens, où la société, l'entreprise présente son produit à ses revendeurs, etc. Bah, j'étais extrêmement intimidé et j'étais absolument congelé, quoi. Enfin, congelé, c'était
Donc, ce qui veut dire que ma carrière, entre guillemets, mon parcours, ben, m'a servi à apprendre absolument tout de A à Z. Enfin, c'est peut-être pas de A à Z parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, j'ai appris tout. J'ai appris à m'exprimer en public, j'ai appris à gérer ma nervosité, mais puisqu'à haut potentiel aussi, c'est les sentiments sont exacerbés, c'est-à-dire qu'on a tout, on a cette empathie, voilà, on récolte tout. Dès qu'on est enthousiaste, on va devenir nerveux, on est too much tout le temps, tout le temps, c'est ça, voilà. Donc ce côté introverti, extraverti, c'est vrai, c'est très spécial. On est introverti, mais on peut être aussi extraverti. Ah, parfait. Je crois que c'est assez intéressant d'écouter ça parce que parfois on confond, on fait la confusion entre oui, je suis au potentiel, du coup, je suis forcément introverti. Mais si la dernière question, juste pour cette vidéo, et une question à laquelle je tenais beaucoup, c'est sur toutes ces étapes, juste en quelques mots, si tu pourrais nous dire quel a été toujours l'élément provocateur ou bien je dis quoi, le générateur de ton succès? Est-ce que tu t'es toujours accroché à quelque chose de particulier pour pouvoir Mhm. réussir sur Oui, ce... oui, tu avais posé cette question avant, mais c'est vrai que j'y ai pas répondu. Je fais attention au mot succès parce que pour moi, succès veut rien dire, hein. Qu'est-ce qui est succès opposant? Le succès automatiquement est mêlé à des échecs, à des fêlures automatiquement. Donc, qu'est-ce qui est succès, qu'est-ce qui n'est pas succès, c'est délicat. D'autre part, il faut faire très attention au succès parce que quand on pense quand on pense qu'on a le succès, c'est le premier élément vers l'arrogance et vers la chute. Quand on est au sommet de la montagne, on n'a plus qu'une seule solution, hein, c'est de redescendre. Donc, quand on se croit au sommet de la montagne, il faut faire attention. Mais l'arrogance, quand on, quand on se croit successful, en général, arrogance, et on prépare la chute. Et elle peut être très violente. Donc, pour revenir à l'élément qui m'a motivé, ça aussi, c'est une introspection par rapport à moi-même. Ce n'est pas l'argent. Peut-être malheureusement d'ailleurs, si, parce que je pense que quand c'est l'argent, à la limite, c'est plus clair, c'est clean, enfin voilà, l'argent, c'est un paramètre, voilà, un paramètre clean. On joue au Monopoly, c'est un jeu, je pense que beaucoup de gens connaissent. Eh bien, on veut récolter des immeubles et de l'argent, donc au moins, moi, c'est clean. Donc moi, ça a été beaucoup plus, je pense, une histoire je dirais peut-être même pas de pouvoir, mais d'image sociale. Je pense que moi, je proviens d'une famille très bien, mais de classe moyenne. Mon papa était, moi, je suis né dans une épicerie. Voilà, donc mes parents ne parcouraient pas le monde, n'étaient pas habitués à vivre une vie dans les hôtels, dans les palaces ou des choses pareilles, hein. Donc je viens d'un petit village dans la province de Liège et je crois que voilà, je me suis toujours senti différent par rapport à tous les gens avec qui j'ai vécu, que j'ai côtoyé dans mon quartier. Je me sentais qu'il y avait complètement un décalage total et un décalage même avec n'importe qui, tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que ces gens étaient des gens exceptionnels, hein. Il y avait des fils d'ouvriers, tout ça, et puis c'est des gens qui ont travaillé, qui sont achetés leur maison, et ce sont des gens qui sont respectables à 4000%, hein. C'est aucun jugement de valeur, hein. En plus, je retrouve souvent chez ces personnes des vraies valeurs, etc., que quelquefois je retrouve plus du tout quand on monte, hein. Donc, je fais. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment se dire, moi, le petit gars de ce petit village, eh bien, voilà, je peux devenir quelqu'un d'autre. Je vais vous montrer aussi que je suis, voilà, que moi, je peux. Donc, c'est vrai que le succès aidant,
j'ai eu des grosses voitures, et des choses comme ça. Et ça, c'est une manière aussi de dire aux autres, à mon entourage, aux gens de ma région, c'est de dire, voilà, regarde qui je suis. Ce qui n'est pas nécessairement une attitude excessivement intelligente, mais voilà. Euh, je pense qu'à un moment, on a besoin de dire, voilà qui je suis, quoi. Ceci dit, nul n'est prophète en son pays. On reste toujours le petit gars du petit village, le fils de l'épicier dans sa région. C'est pour ça que il n'est pas mal de pouvoir s'extirper de sa région natale le plus rapidement possible et d'aller créer ses entreprises et son succès ailleurs, plus loin, de manière à ce qu'on ne soit pas toujours ramené à son état d'origine. Parfait. Je crois que ça, c'est une très, 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 très bonne définition du succès. Et je me dis même qu'il va falloir vraiment faire une vidéo. Mettez en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo uniquement sur c'est quoi le succès, c'est quoi les règles du succès, ou est-ce que le succès même, c'est important de focaliser sur le succès ou sur l'expérience. Comme on dit souvent, c'est le voyage qui compte. Parfois, certains disent c'est la destination, d'autres disent c'est le voyage. Profitons du voyage. Donc, merci à toi, Jean-Paul. T'imagines, Josias, si c'est la destination qui compte, on va vers la mort. Donc, c'est quoi? C'est la mort qui compte. Mais non, c'est le chemin. Donc, voilà, donc c'est le chemin qui compte. Et c'est ainsi, mais c'est vrai. Okay. En tout cas, je te remercie, Josias. Je précise aussi, et je termine par une chose aussi, c'est que les hauts potentiels et moi personnellement, on reste toujours aussi victime du syndrome de l'imposteur. Donc, malgré tous les succès ou toutes les réussites, il y a toujours ce côté on se sent toujours peu légitime par rapport à ça. C'est très étrange. Donc, il y avait aussi ce côté, je veux dire, c'est pour ça que, voilà, il y a toujours. Aujourd'hui, j'essaye toujours d'avoir une certaine modestie par rapport à tout ça. Et voilà, il y a ce syndrome de l'imposteur qui est typique des hauts potentiels, où on se dit, voilà, on n'est jamais légitime par rapport à ça. Mais c'est comme quand tu me dis, ouais, ce que tu viens de dire, c'est important, c'est bien, c'est même génial. Et là, je suis heureux. Mais d'un autre côté, je me dis, mais mon histoire n'est pas. Ce que j'ai raconté, c'est normal. C'est pas génial, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc on est toujours excessivement humble et modeste par rapport à ce qu'on a fait. Donc, mais bon, il faut faire gaffe à cette modestie parce qu'elle peut desservir. Je disais, franchement, merci à toi, Jean-Paul. J'espère qu'on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Je vais déjà annoncer le thème qui peut-être sera mis en description. Vous pouvez juste voir le thème pour la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Nous avons une série déjà dans un premier temps d'une dizaine de vidéos avec Jean-Paul. Nous allons profiter pour vous qui nous regardez au maximum de son expérience et vous pouvez le voir aujourd'hui, rien que d'écrire sa personne, c'est déjà une richesse qu'il partage avec nous, d'écrire ce qu'il est, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'énorme.